Rebonjour, donc je vous propose qu'on poursuive notre tour d'horizon des investissements de notre PPI et qu'on s'intéresse, comme Raphaël Duchoin a pu l'indiquer, aux questions de résilience industrielle et d'intégration territoriale. Donc là encore, ce sont 2 milliards d'euros. Ces 2 milliards d'euros sur 10 ans, ils concernent principalement la cible résilience, qui pèse à elle seule 1,85 milliard d'euros. Alors, sous le vocable résilience, on intègre à la fois les opérations de maintien en état de notre patrimoine industriel, mais également toutes les opérations ou les investissements qui visent à renforcer, à mettre à niveau nos installations en termes de sûreté, de sécurité et de fiabilité du système d'assainissement. À côté de ces investissements importants, ils sont, et cela a été dit, à la hauteur de notre patrimoine industriel, qu'on peut estimer entre 11 et 12 milliards d'euros. Et ces investissements, ils sont aussi essentiels. Et ils sont au moins aussi importants que les investissements pour les nouveaux ouvrages, parce que derrière ces investissements, il y a tout simplement le maintien en état de notre système, le maintien de la disponibilité de notre système d'assainissement, et donc le maintien de la performance épuratoire. À côté de cette cible résilience, il y a la cible intégration territoriale. Sous ce vocable, on intègre à la fois les investissements qui sont faits pour continuer à maîtriser nos nuisances, alors olfactives, sonores et visuelles, que ce soit en mode exploitation ou en mode chantier, mais également les investissements qui doivent être réalisés pour valoriser, au sens très large, l'eau résiduaire urbaine, que ce soit les eaux, la chaleur ou les sous-produits. Également, dans cet item, dans cette cible intégration territoriale, on va retrouver les investissements qui doivent nous permettre de diminuer la vulnérabilité des territoires aux inondations. Alors, si on rentre un peu dans le détail de la cible résilience, vous allez retrouver, alors ce sont quelques exemples, toutes les opérations périodiques, les opérations de maintenance périodique de nos ouvrages. Les chiffres ont été indiqués, 6 usines, 400 km, plus de 400 km de réseau. Donc tout ça, ça doit se maintenir en état de manière périodique. Vous avez, à titre d'illustration, la réhabilitation de 3 km de collecteurs, Lattice-Krone, voilà, qui est planifiée. On trouve également dans les opérations de gros renouvellement des ateliers en fin de vie. Donc, à titre d'illustration, je vous indique la réhabilitation de l'incinérateur de Colombes, de Seine-Centre, au même titre que la réhabilitation de l'incinérateur de Saint-Valentin, qui est également planifié dans notre PPI. Également, au sein de cette cible, donc, comme je vous le disais, il y a toutes les opérations qui s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue qui doivent nous permettre, sur le temps long, de mettre à niveau nos installations en termes de standards. Alors, j'ai pris quelques exemples. Mettre à niveau en termes de standards de cybersécurité, avec 17 millions d'euros d'investissement qui sont planifiés sur les prochaines années pour se mettre en conformité avec la réglementation NIS, OSE. Également, nous mettre au niveau en termes de standards industriels, en termes de sécurité incendie. Là encore, ce sont des volumes financiers importants, 75 millions d'euros sur plusieurs années, une dizaine d'années, qui doivent nous permettre, voilà, de tangenter et de respecter les standards APSAD en matière de sécurité incendie. Également, gardons à l'esprit quand même que, s'agissant de la résilience, le gros volume budgétaire qu'on doit consacrer à cette résilience, eh bien, c'est une multitude de petites opérations de maintenance courante, alors plus ou moins petites à l'échelle du SIAP. Ce sont de nombreuses opérations qui sont essentielles parce que si on ne les réalise pas, nos systèmes ne fonctionnent pas. Et l'ensemble de ces opérations, vous voyez, pèse sur un volume financier de l'ordre de 1,3 milliard d'euros. Alors, pour finir, quelques mots sur la cible d'intégration territoriale. Donc, je vous le disais, il s'agit là d'investir pour qu'on efface les nuisances liées à notre activité, que ce soit en phase travaux ou en phase d'exploitation. Par le passé, on s'est beaucoup focalisé sur les nuisances olfactives, sur lesquelles, évidemment, on reste très concentré, mais aujourd'hui on a élargi le spectre et on s'intéresse également de manière intense à la maîtrise de nos nuisances sonores et visuelles, avec, j'ai pris l'exemple de la refonte du système d'éclairage extérieur du site Saint-Naval, intégré dans notre PPI, qui doit nous permettre à la fois d'assurer la sécurité de nos agents, de respecter le cadre de vie de nos riverains et de préserver la biodiversité.
Également, dans la cible intégration territoriale, on retrouve un certain nombre de projets, notamment le projet d'injection du biométhane de la station Seine-Valenton qui a été réinjecté dans le gaz de ville, donc dans le Val-de-Marne. Et là encore, j'irai dans ce volet intégration territoriale, on reste en alerte sur toutes les opportunités locales qui doivent nous permettre de valoriser notre chaleur quand le territoire est adapté, les eaux usées traitées qui sont de bonne qualité et qui le seront encore plus demain. Donc toute cette réutilisation locale, aujourd'hui, on reste en alerte. Il n'y a pas forcément beaucoup d'investissements qui sont planifiés, mais on peut raisonnablement penser que dans un temps relativement court, ce sont des initiatives qui vont être amenées à se développer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ce volet résilience et intégration territoriale. Je vous laisse la parole. Merci Vincent Rocher. On va continuer à en parler de ce volet résilience et intégration territoriale avec nos invités. Je vais appeler à mes côtés Stéphane Brosillon, professeur des universités, directeur adjoint de Polytech Montpellier, Richard Curnier, directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires, Antoine Guilloux, adjoint à la mairie de Paris en charge de la propreté de l'espace public, de la réduction des déchets, du réemploi, du recyclage et de l'assainissement, Thomas Emerdinger, directeur de l'agence régionale Énergie-Climat Île-de-France, et Régis Ten, chef du département cycle de l'eau de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Je vous en prie, prenez chacun un micro. Bonjour à tous. On vient de le comprendre avec la description faite par Vincent Rocher. On est sur des sujets d'adaptation de l'outil industriel tel qu'il a été imaginé, mais cet outil, on lui demande désormais d'être en capacité finalement de faire beaucoup plus qu'il ne faisait au départ, d'intégrer de nouvelles performances. Alors, est-ce que c'est compatible avec les enjeux de sûreté, de sécurité que nécessitent les systèmes d'assainissement, et comment on va faire pour rendre ces installations acceptables sur le territoire là où elles se trouvent? C'est véritablement l'enjeu. Derrière, et ma question va être pour vous tout de suite, Richard Curnier, se pose la question de l'investissement et du financement, parce que pour que les sommes soient à la hauteur des enjeux auxquels on doit répondre, on doit évidemment bien cibler les choses. C'est vrai que la Banque des Territoires, et on l'a entendu dans la première partie, a déjà été aux côtés du SIAP pour engager des sommes pour soutenir notamment dans le cadre de la DRU1, je crois, tous les travaux qui ont été faits, notamment à Clichy et à HR. Je crois que l'enveloppe est de 500 millions, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais écoutez, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Merci, Président, en tout cas pour votre invitation. Peut-être dire deux mots sur la Banque des Territoires, parce qu'en fait, nous avons un plan stratégique 2024-2028. C'est la cohésion sociale et territoriale, donc c'est le financement de tous les logements sociaux sur l'Île-de-France. Et puis, il y a le volet transition écologique et énergétique, et c'est là où on retrouve l'eau, avec, j'ai envie de dire, deux sous-axes. C'est à la fois produire de l'eau en quantité et en qualité. Et puis, il y a le sujet de la préservation des milieux aquatiques. On l'a très bien vu dans le film en introduction. Et c'est vrai qu'on a financé une grande partie. Alors, on a financé le CEDIF, 967 millions d'euros. Ils auraient pu emprunter 33 millions d'euros pour faire le milliard, mais bon, on n'a fait que 967 millions. Et ça, on a cette capacité de les financer sur des durées très, très longues, 40 ans. Donc ça, c'est pour le CEDIF avec, vous savez, l'osmose inversée, justement pour permettre l'élimination des polluants éternels. Et puis pour le SIAP, on a fait 2 grosses opérations. C'est d'abord HR avec l'unité de, alors je vais essayer de le dire, de clarofloculation. Clary, voilà. C'est très dur. Et puis le deuxième volet, c'est la modernisation de l'usine à Clichy. On est dans le milieu urbain et c'est quand même important. Et on a prêté au global 500 millions d'euros. Là, pareil, sur des durées extrêmement longues, entre 30 et 40 ans. Donc, c'est pour vous dire, parce que ce sont des investissements de long terme et ça nécessite bien évidemment des financements extrêmement longs. Et ça, on peut le financer grâce à quoi? C'est grâce à l'épargne des Français, finalement, à votre épargne. Et on a cette capacité de prêter sur le long terme, mais aussi avec des taux relativement faibles, puisqu'aujourd'hui, le SIAP se finance à des niveaux inférieurs à celui du pays, la France. Vous savez qu'on a un petit problème de dette en ce moment. La France se finance à des taux de 3,50. Aujourd'hui, grâce à votre épargne,
eh bien, on peut financer le SIAP à 2,20. Donc vous voyez, ce qui est quand même assez compétitif et ce qui nous permet à la fois de financer ces gros projets d'intérêt général. Alors s'il vous plaît, en sortant, alimentez votre livret A parce qu'il y a encore 4 milliards à financer et donc ça nous permettra de financer le SIAP. Oui, et aujourd'hui, en plus, on comprend où ça va. Donc, c'est important. C'est important pour les épargnants de savoir où l'argent est fléché. Investir pour anticiper finalement tous les changements climatiques qu'on voit déjà. Hein, il suffit de regarder ce qui s'est passé encore cet été. C'est une obligation aujourd'hui quand on est comme vous, une collectivité. On est dans une obligation. C'est pour ça que, par exemple, vous avez mené des actions, je pense au plan sobriété, voté il y a 1 an, c'est ça, je crois. Ça fait partie vraiment des nouveaux engagements, finalement, que vous avez. Oui, absolument. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des missions principales, effectivement, des collectivités que de protéger leurs habitants. On sait que les collectivités territoriales, ce sont celles qui assurent les services essentiels au quotidien pour l'ensemble de nos concitoyens. Et en réalité, aujourd'hui, les préserver et anticiper les conséquences du changement climatique, effectivement, je pense que c'est une de nos missions fondamentales. Et évidemment, l'ensemble des investissements liés à l'eau et à l'assainissement rentrent intégralement dans cette mission pour l'ensemble des collectivités. On l'a dit sur l'assainissement, c'est un service public évidemment essentiel pour assurer la salubrité de nos villes, la santé des Français et des milieux naturels, mais c'est aussi de plus en plus un sujet de protection de l'environnement et de protection, comme vous le disiez, face au changement climatique. Et nous, effectivement, à Paris, on a à la fois ce plan de sobriété en eau, donc ça consiste à investir effectivement dans le réseau d'eau potable, dans le réseau d'eau non potable. On a la particularité à Paris d'avoir les deux, ce qui est une chance, parce que l'eau non potable, elle a besoin de moins de traitement. C'est des usages qui requièrent une eau qui peut être sur des standards un petit peu moins élevés, ce qui est une bonne chose, que ça permet du coup de faire des économies d'énergie dans les traitements notamment. Donc il faut investir dans ces réseaux, les maintenir, réduire les taux de fuite, s'assurer qu'on concentre les usages là où ils sont nécessaires. Puis c'est évidemment aussi ces investissements dans le réseau d'assainissement qu'on fait tous collectivement, les collectivités qui collectent et puis évidemment le SIAP qui traite. Oui, parce qu'on parle des changements climatiques et de l'effet qu'ils ont sur nous, et je me tourne vers vous, Thomas Emerdinger. Finalement, on ne serait pas ici en train de débattre si ces changements, ils n'avaient pas non plus ou n'avaient pas aussi un effet sur l'outil industriel. Ça oblige à porter un autre regard, finalement, un peu plus 360 sur l'eau, à prendre en compte tous les nouveaux paramètres. Oui, effectivement. Alors, le changement climatique, en fait, il s'observe déjà en Île-de-France depuis maintenant plusieurs décennies. Donc déjà depuis l'ère industrielle et là, particulièrement depuis les années 1950. Pardon. Et nous, en fait, on suit ces effets-là du changement climatique en Île-de-France. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec les experts de Météo France, des experts du climat, notamment des différents laboratoires de recherche, qui nous informent justement de ce qui se passe déjà, mais également ce qui va se passer dans le futur. Alors là, il y a une dimension prospective avec effectivement de l'incertitude. C'est tout l'enjeu aussi de faire des choix d'investissement lourds, on le voit, dans un contexte d'incertitude, mais il y a quand même quelques marqueurs qui sont très forts et qui vont... c'est même pas je pense, c'est qui vont impacter l'outil industriel. C'est déjà l'augmentation globale des températures, des vagues de chaleur, des sécheresses, la diminution des vagues de froid et également l'évolution des pluies extrêmes, donc des phénomènes un peu extrêmes qu'on a en Île-de-France et qui vont impacter les inondations par ruissellement, là où en Île-de-France on était plutôt familier avec les inondations par débordement. Donc la crue Marne, Seine, Yonne, etc. Et donc ça aussi, ça veut dire comment on gère ça dans les réseaux, comment les villes s'adaptent en amont. On l'a dit plusieurs fois, là ça ne relève plus forcément de la responsabilité du SIAP, mais bien des aménageurs, des urbanistes et des collectivités. Et donc je représente aussi l'Institut Paris Région, donc l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Et pour nous, c'est vraiment une question éminemment transversale et qui impacte plein de secteurs d'activité en Île-de-France. Ouais, c'est transversal et finalement, et je me tourne vers vous, Régis Ten, c'est du bon sens tout ça, si on réfléchit bien. Il faut commencer peut-être par faire l'état des lieux de ce qui va, de ce qui ne va pas dans l'outil industriel, où en est le parc existant, quels sont les projets qu'on va lancer et comment on va les lancer avant de regarder plus loin.
Oui, il y a certainement deux éléments. Le premier, c'est effectivement, il faut savoir avoir un vrai diagnostic du patrimoine et un diagnostic en continu. Hein, et bien avoir en tête que quand on parle de gestion patrimoniale, c'est la conception jusqu'au démantèlement de l'ouvrage et tout ce qui se passe entre les deux. Et donc, un des enjeux, c'est effectivement d'optimiser à la fois la stratégie de maintenance et la stratégie de renouvellement. L'enjeu n'est pas de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. C'est pas de faire des investissements pour avoir des chiffres. C'est de mettre l'argent qui est un peu rare, même si on peut en emprunter, au bon endroit et au bon moment. Et donc, c'est effectivement, et ce qui est intéressant dans le plan, c'est il y a effectivement des investissements qui sont inévitables, hein, c'est clair, hein, mais il y a aussi une stratégie d'optimisation pour aller vers le meilleur usage possible de l'argent et également de l'impact environnemental, carbone, gaz à effet de serre des ouvrages, là encore, sur toute leur durée de vie. Le deuxième élément, c'est aussi, finalement, le SIAP, il est en bout de course. Et il dépend de tout ce qui se passe avant. Et depuis la personne qui tire sa chasse d'eau, toutes les problématiques de ruissellement, et donc toutes les actions, et évidemment toute la collecte elle-même, et donc toutes les actions, elles doivent aussi être combinées pour maximiser la cohérence des politiques publiques, y compris d'aménagement et d'urbanisme, de désimperméabilisation, de renaturation, d'infiltration des eaux, pour qu'à la fin, on ne soit pas simplement dans l'idée que c'est celui qui est à la fin qui doit régler tous les problèmes en faisant croire que personne n'a rien à changer de ses pratiques en amont. On en revient à la notion de collectif, qui était déjà très présente tout à l'heure dans la première table ronde. Et je vous demanderai peut-être de réagir. Je termine mon tour de table avec vous, Stéphane Brosillon, parce que si on reste sur ce sujet des installations, pour rebondir sur ce que disait Régis Ten, finalement, il faut bien connaître les installations, avoir le bon diagnostic avant d'agir et avant de mettre l'argent finalement dans le financement de ce qui va être imposé par la DRU2. Et oui, c'est important de comprendre et de connaître ces installations et de mettre en avant aussi le rôle de la recherche et de l'innovation qu'elle peut jouer pour justement apporter des nouvelles solutions, faire de l'innovation incrémentale, pour permettre une évolution, une adaptation de ces installations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le président Didier parlait de vision de ses prédécesseurs. Le SIAP a un département dédié à la recherche et au développement, ce qui est exceptionnel. En France, il n'y a pas de service public de l'assainissement qui a ce type de département. Et il y a une capacité à anticiper, en contact avec les chercheurs, les nouvelles problématiques, ce qui permet de s'adapter plus facilement et d'adapter les installations quand on a anticipé un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est de transformer une problématique industrielle en une problématique scientifique pour que les chercheurs travaillent dessus, ils trouvent aussi leur intérêt, et puissent échanger aussi sur les nouvelles idées, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent que la DRU2. Dans 10 ans, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont arriver. Et ça, nous, c'est des choses auxquelles on réfléchit déjà depuis un petit moment. Problématiques industrielles ou solutions trouvées, parce qu'il y a déjà des choses qui sont efficientes. Je crois que sur les nitrites ou la gestion des parcs membranaires, il y a des choses qui fonctionnent et qui peuvent... on parlait de POC tout à l'heure, ou qui peuvent être leaders finalement. Oui, en effet, c'est un bon exemple de travaux de recherche d'innovation qui a été menés et par l'UTC et par l'ELGC ou l'Institut européen des membranes aussi. Les nitrites, développement de nouveaux capteurs, nouvelle régulation des procédés pour comprendre comment ils apparaissent, savoir s'il y en a, et finalement avoir une eau de meilleure qualité pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Et là, ça a été juste une amélioration de l'existant, donc une amélioration des installations, sans forcément passer par de nouvelles technos. Et sur les membranes, au SIAP, ça représente à peu près 600 000 m² de membranes. C'est important d'augmenter leur durée de vie, de bien les exploiter et de savoir dans quelles conditions on va pouvoir faire durer ces membranes plus longtemps, de mieux les exploiter. Et ça, c'est aussi le fruit de recherche avec le LGC à Toulouse, avec l'Institut européen des membranes également, pour pouvoir faire des économies et aussi aider le SIAP à faire les bons choix
sur les nouvelles membranes à utiliser pour les maintenir plus longtemps et avoir de meilleures performances aussi énergétiques. Régis Ten, cette méthode, finalement, aller réfléchir à un nouveau pilotage, à une amélioration des pratiques, c'est aussi peut-être une part clairement de la réponse pour maintenir le patrimoine, l'outil industriel en état de fonctionner? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est bien, là encore, je reviens sur la question de l'optimisation, hein, c'est bien que dans les process industriels, parce que on dit un service public industriel et commercial, c'est vraiment un outil industriel, hein, c'est pas technique, qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Et ce savoir-faire, il porte aussi sur toute la filière, et donc la capacité et de la recherche, et ensuite du monde industriel, à trouver un certain nombre de solutions à nos problématiques, et y compris dans une logique à la fois de performance technique, de performance environnementale, de performance énergétique, et aussi de limiter l'impact sur les coûts. Donc voilà, je pense que c'est déjà quand même absolument essentiel. Antoine Guillou? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez juste avant et qui était très, très juste. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant d'insister sur le fait qu'effectivement, le système de l'assainissement est en bout de chaîne d'un grand nombre de phénomènes qui vont amener à ce qu'il y ait ou non des besoins d'investissement, et des besoins d'investissement plus ou moins dimensionnés, plus ou moins optimisés. Ça, nos concitoyens n'en ont pas forcément conscience, mais effectivement, la gestion des eaux pluviales et tout ce qui va derrière, l'urbanisme, l'aménagement, ça a un impact extrêmement fort sur les besoins en investissement du système d'assainissement. Et donc très concrètement, quand on va désimperméabiliser nos espaces publics, quand on va mettre des normes sur la gestion des eaux pluviales dans les immeubles, etc., tout ça, c'est des choses qui vont participer à améliorer la gestion des eaux pluviales et à diminuer le besoin d'investissement dans le réseau d'assainissement. Donc typiquement à Paris, là je vais forcément un peu prêcher pour ma paroisse, mais comme on est tous dans la paroisse aujourd'hui, ça tombe bien. Je voulais qu'on en parle plus tard, mais voilà. Mais juste en une phrase pour dire qu'effectivement, cette question de la gestion des eaux pluviales, à Paris depuis 2018, on s'est doté d'un plan pour l'intégrer dans tous nos travaux d'aménagement de l'espace public, évidemment, mais aussi sur les parcelles privées. Donc ça aussi, c'est des investissements lourds, puisqu'on était sur les investissements, mais c'est des investissements qui vont permettre d'en éviter d'autres plus loin dans la chaîne. Et donc ça, je crois qu'en termes d'évaluation des politiques publiques, si jamais il y a des membres de la Cour des comptes dans la salle, en termes d'évaluation des politiques publiques, c'est important de regarder l'ensemble de ces paramètres pour se dire que cet euro investi en amont pour éviter que l'eau pluviale aille dans le réseau d'assainissement, et derrière, elle permet des économies sur la facture d'eau des grands Parisiens. Et ce sont en plus des actions qui sont visibles aussi pour le grand public, et c'est pour ça qu'on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, parce que ça, non, je vous en prie, mais c'est aussi cette notion d'acceptabilité. Voilà, je voudrais qu'on reste encore un petit moment, si vous le voulez bien, sur cette question de l'outil industriel, parce que c'est quand même ce qui va manger le gros des investissements. Et le faire évoluer, finalement, ce patrimoine, c'est aussi lui trouver peut-être de nouveaux usages pour le rendre plus efficace, plus efficient. C'est là peut-être, Thomas Emerdinger, où on voit entrer la fameuse dimension énergétique qu'on a déjà évoquée. Il y a plusieurs sujets finalement dans cette question énergétique. Alors effectivement, la question énergétique en Ile-de-France, elle est évidemment majeure. On est un très gros territoire consommateur, évidemment, 12 millions d'habitants. Et les questions industrielles sont mineures par rapport aux questions bâtiments, transport, évidemment, mais elles restent tout de même présentes, même si on a encore de la perte d'outils industriels en Ile-de-France. Heureusement, on ne perd pas les usines d'assainissement qui sont tout de même des gros consommateurs d'énergie en Ile-de-France. C'est aussi pour ça que c'est regardé très spécifiquement. Ce qu'on constate en baisse, en consommation d'énergie en Ile-de-France, c'est que tout baisse, sauf le tertiaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la montée en puissance des data centers qui va complètement exploser tout. Je me permets cette petite digression parce que c'est un gros sujet qui va arriver très vite. Mais juste sur les consommations d'énergie, effectivement, le rapport d'activité le montre bien. Les différentes unités industrielles du SIAP consomment
de l'électricité, du fuel, du gaz qui peut être produit, autoconsommé. Et ça, c'est tout à fait majeur parce que c'est ce sont les plus gros sites de production de biogaz au moins en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'ils peuvent agir sur leurs émissions de CO2 et ils peuvent aussi, en parallèle, avoir une réutilisation plus massive. En fait, sur la question du biogaz, parce que pour moi, c'est une question qui est assez majeure, parce que on le sait, Seine-Aval, c'est la première unité de méthanisation historique, 1940, là, qui a été rénovée. Qui prend moins d'emprise au sol, donc ça aussi c'est assez intéressant et c'est pas l'Institut Paris-Région qui va vous dire le contraire. On va produire plus, consommer moins d'espace et aller plus vite dans le traitement. Et donc répondre à plus de besoins d'autoconsommation. En plus, on l'a dit, l'appareil industriel, il doit évoluer, il doit prendre en compte des nouveaux polluants, il doit consommer plus. Donc ça, c'est quand même une réduction finalement de sa propre empreinte énergétique et carbone de fait. Après, l'autre sujet, c'est que le biogaz, s'il est produit en surcapacité, il est injecté dans le réseau gaz et là, il bénéficie à tous les utilisateurs du réseau gaz parce que ça vient décarboner. Même si décarboner, ce n'est pas le bon mot parce qu'il y a encore du carbone, mais c'est du carbone biogénique, donc neutre vis-à-vis du climat. Et donc ça permet finalement de décarboner l'ensemble du territoire qui utilise ce biogaz. Ça peut être des bus, ça peut être des chaudières, ça peut être de la chaleur pour des industriels, etc. Quand on voit effectivement, Richard Curnier, le type d'actions qui peuvent être mises en œuvre, on coche les cases finalement pour répondre à un prêt de la part de... Il y a un sujet de souveraineté énergétique, vous venez de le dire, mais moi, un chiffre qui m'avait quand même assez choqué, c'est que 90% de l'électricité consommée en Île-de-France est une énergie importée de notre région. C'est vrai qu'on n'a pas de centrale nucléaire, on a quelques éoliennes qui est au fond de la Seine-et-Marne, on n'a pas de champ photovoltaïque, alors on a aussi un sujet, c'est la géothermie, mais ce n'est pas encore assez très développé, mais vous voyez, 90% de l'énergie consommée est une énergie importée. Donc, on a vraiment des enjeux aussi à travailler sur ces sujets de production énergétique ou avec le biométhane, etc. Et ça aussi, oui, ça fait partie de nos sujets et qu'on peut accompagner, bien évidemment, le SIAP dans ses financements de long terme que j'évoquais tout à l'heure. Antoine Guilloux, alors vous avez commencé à en parler, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des grosses opérations à faire. Il y a aussi tout un tas de petites opérations en amont qui viennent, par exemple, désimperméabiliser, végétaliser, finalement, mètre carré par mètre carré. Quand on le dit comme ça peut paraître assez insignifiant. Et pourtant, je crois que vous avez fait un premier bilan qui est assez parlant d'eau qui, finalement, n'aboutissent pas ne vont pas jusqu'au SIAP. Donc, une économie, en fait, de ce qui peut être traité. Oui, absolument. On a la particularité historique dans la région de Grand Paris d'avoir ce qu'on appelle le réseau unitaire, donc un réseau qui vient collecter à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, sauf dans les zones d'aménagement les plus récentes. Mais sinon, le réseau historique, il est conçu comme ça. Et ça, alors ça a un avantage, c'est que ça permet d'avoir un seul réseau. Donc il y avait déjà une logique de sobriété dans la conception du réseau à l'époque. Mais évidemment, aujourd'hui, ça peut nous poser des difficultés. Le Grand Paris a beaucoup grandi. Et donc, on se retrouve avec des réseaux qui sont saturés quand il pleut beaucoup. Et donc, le fait de pouvoir gérer l'eau de pluie à la source, ça permet effectivement d'éviter, comme vous le disiez, d'avoir ces volumes d'eau qui arrivent au SIAP. Et donc, effectivement, cette logique un peu à la parcelle de se dire on va essayer, dès que c'est possible, d'avoir cette valorisation de l'eau de pluie là où elle tombe. On peut se dire c'est insignifiant. Est-ce que par rapport aux grands chiffres qu'on a vus là, est-ce que ça a vraiment un impact ? Oui, parce que goutte de pluie après goutte de pluie, ça fait en fait des millions de mètres cubes d'eau annuelle qu'on arrive à empêcher d'arriver dans le réseau d'assainissement. Et à la fin, ça fait la différence sur le bilan, par exemple, des eaux pluviales qui chaque année sont rejetées par le territoire parisien dans le réseau d'assainissement. Donc, oui, vous avez fait un premier bilan, oui, je crois, 2018, le démarrage des opérations. Absolument, on a fait un premier bilan où on a compté un peu le nombre d'hectares
d'hectares qu'on a désimperméabilisés, que ce soit sur les espaces publics ou sur les espaces privés. Pardonnez-moi, j'essaye de retrouver le bon chiffre pour ne pas vous dire de bêtises, mais on a désimperméabilisé 144 hectares, hein, donc ça c'est un chiffre tout à fait significatif à l'échelle du territoire parisien qui est malgré tout dense, et c'est près d'1 million de mètres cubes d'eau de pluie qui chaque année, grâce à ça, ne sont pas rejetés dans le réseau d'assainissement, sachant que à peu près chaque année le territoire parisien rejette 45 millions de mètres cubes d'eau de pluie. Donc vous voyez 1 million sur 45 millions pour un plan lancé en 2018 et des réflexions qui sont somme toute assez nouvelles sur cette désimperméabilisation, cette gestion à la source, ça commence à être quelque chose de significatif et qu'on va accélérer fortement dans les prochaines années, surtout qu'on sait que c'est l'impact marginal, puisque c'est quand il y a des très grosses pluies qu'on va avoir le plus de rejets. Donc au fond, c'est les premiers millions de mètres cubes qu'on arrive à empêcher sont les plus importants. Je parlais d'addition de petites choses, de différents postes finalement à aller adresser. On a, je crois aussi, Thomas, un travail à faire sur la chaleur fatale. C'est vrai pour le SIAP, ça peut aussi être fait en amont, pour le coup. Alors effectivement, Richard Crenier a parlé de la géothermie. C'est un marqueur très fort en Ile-de-France, mais la géothermie s'accompagne d'un outil de transport de la chaleur qui sont les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, on a souvent tendance à les ramener à la géothermie, mais en fait, ils sont aussi alimentés surtout par des centrales thermiques à gaz et également les incinérateurs, enfin les unités de valorisation énergétique, qu'elles soient du SICTOM ou d'autres syndicats. Voilà. Par contre, pour se décarboner, pour aller plus loin, il s'agit d'aller maximiser les différentes sources d'énergie qu'on peut récupérer, donc renouvelables, mais aussi de récupération, et la chaleur fatale en est une. Et effectivement, les collecteurs d'eau usée et les stations d'épuration sont une source bien identifiée qui commence à être valorisée dans quelques réseaux de chaleur, notamment sur des boucles d'eau tempérée à Paris notamment. Également, on peut citer le futur réseau de chaleur de Garges-les-Gonesse qui sera 100% énergie renouvelable à partir de la station d'épuration. Alors, non pas du SIAP, mais du SIA. Je me permets quand même de le dire parce que ce sera le premier 100% énergie renouvelable en Ile-de-France. Il y aura aussi de la géothermie et du biogaz. Donc là, vous voyez, on est toujours dans un panachage de solutions. Donc là, ça veut dire à la fois sur le réseau, mais aussi sur les installations et leur proximité des besoins de chaleur font qu'il y a une question intéressante. J'ajoute aussi, on parle réseau de chaleur, il faut aussi parler réseau de fraîcheur. C'est moins connu. On en a une quinzaine en Ile-de-France et là, on a une eau qui peut être à des températures tout à fait intéressantes pour développer des systèmes de pompe à chaleur réversible. Alors désolé, on a eu beaucoup de techniques tout à l'heure, dans l'énergie c'est un peu pareil. Et là, on a une ressource qui peut être tout à fait intéressante pour éviter des systèmes de climatisation qui peuvent être assez énergivores et là pour avoir une climatisation beaucoup plus efficace à proximité de besoins de fraîcheur. Stéphane Brosillon, on a commencé à en parler, mais l'innovation, c'est aussi clairement sur ces sujets-là un levier. Je crois qu'il y a déjà là aussi des travaux qui ont été faits sur le protoxyde d'azote, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, c'est des travaux qui ont été faits entre le SIAP et l'INRAE pour développer des nouveaux capteurs pour mesurer l'azote, mais aussi des capteurs virtuels. En fait, ces petits modèles numériques qui permettent de connaître les émissions de protoxyde d'azote qui contribuent, vous l'avez dit, à 40% du bilan carbone du SIAP. Et avec ces travaux, avec un échange facile entre les organismes de recherche et le SIAP, ce paramètre a été pris en compte dans le pilotage des exploitations, dans le traitement biologique, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des résultats très encourageants. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt aussi de chercher des nouvelles solutions et de faire de l'innovation incrémentale pour améliorer ses performances et diminuer son empreinte carbone et son empreinte environnementale. Ouais, et ce qu'on est en train de se dire là, finalement, c'est qu'on a un potentiel encore non exploité pour l'eau, pour l'énergie générée sur les sites dont on est en train de parler, mais aussi pour ce qui est aujourd'hui considéré finalement comme des déchets. C'est ce potentiel-là, peut-être, Régis Ten, que les outils de demain devront être en capacité de révéler, de savoir valoriser. Alors, on a quand même déjà plein de choses qui existent et qui fonctionnent, qui se déploient plus ou moins rapidement. Après, je pense qu'il faut être aussi réaliste.
Bon, c'est vrai que la neutralité énergétique telle qu'elle est envisagée, on ne peut pas augmenter, doubler ou tripler les consommations d'énergie et obtenir la neutralité comme ça. La deuxième chose, c'est que par exemple sur la chaleur, oui, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais il faudrait être cohérent. Là encore, c'est aussi un travail collectif, dans la mesure où la calorie qui est récupérée, elle ne peut pas être récupérée 2 fois de suite. Hein. Donc il va falloir aussi choisir, et c'est un choix très large qui implique tout le monde, de savoir si cette calorie des eaux usées, on la récupère à l'échelle d'un ensemble immobilier ou d'une usine, est-ce qu'on la récupère à l'échelle d'un quartier, est-ce qu'on les récupère à la station d'épuration. Mais sachant que ce qui est prélevé déjà à la source ne sera plus disponible au niveau de la station. Donc voilà, il y a aussi une invitation à avoir une démarche assez collective pour ne pas surinvestir, par exemple, dans une station d'épuration pour récupérer de la chaleur que d'autres auraient déjà récupéré avant. Donc voilà, donc il y a quand même ce point de vue-là qu'il faut avoir, en tête. Voilà, il y a une rationalité à avoir et elle se pose aussi sur d'autres sujets. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que là encore, c'est toute la chaîne. Donc tout ce qui pourra être évité à la source, en pollution, en micropolluants, en tout ce qu'on veut, sera important. Hein. Ça vaut pour l'eau, la protection des captages, mais ça vaut aussi au niveau de l'assainissement. Et il y a quand même aussi toute une démarche qui a été un petit peu évoquée par Thierry Burlot tout à l'heure, plutôt en matière de REP au sens financement. Hein. Mais la question n'est pas simplement du financement du traitement, c'est dans un certain nombre de cas d'éviter d'avoir à traiter. Hein. Et donc de jouer sur les autorisations de mise sur le marché, de jouer sur les pratiques, oublier ce vocable horrible de tout à l'égout, pour qu'on ait justement moins de choses à traiter. C'est pour de l'eau de pluie, mais c'est aussi sur les polluants que c'est important. Et là encore, c'est pas que les collectivités qui vont le faire. Hein. Il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation, mais il y a aussi un travail à faire au niveau national et européen sur ce que l'on veut dans notre milieu, à la fois pour l'eau et pour la biodiversité. Dans les exemples qu'on a pris juste avant, Richard Curnier, dans les financements du plan eau de la Banque des Territoires, est-ce qu'il y a des choses qui semblent déjà cocher les cases? Est-ce que l'enveloppe, je crois, est assez conséquente? Est-ce que des projets hybrides peuvent, par exemple, bénéficier de fonds différents dans ce que vous considérez à la Banque des Territoires comme la transformation écologique? C'est vrai que le directeur général était venu l'année dernière à l'invitation du président. Il avait annoncé une enveloppe de 1,8 milliard. Donc on voit bien que 1,8 milliard à l'échelle de la France, c'était passé. Donc on l'a passé à 4 milliards. Et force est de constater qu'on va devoir encore l'augmenter. Donc, ces sujets de l'enveloppe, et en plus, je vous dis, il y a de l'argent, et l'argent, c'est encore une fois, c'est le livret A qui est centralisé à la Caisse des dépôts que nous prenons et que nous transformons. Donc, on n'a pas de sujet aujourd'hui de liquidité. Après, sur les sujets, bien évidemment, de souveraineté énergétique, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, oui, c'est des sujets qu'on accompagne. On a aussi... Et je le dis aux collectivités locales qui seront présentes, on a des enveloppes d'ingénierie pour les aider justement à travailler sur ces sujets, ces sujets nouveaux de récupération, de biogaz, etc. Donc on peut les accompagner en matière d'ingénierie et ensuite on les accompagnera en financement ou alors on peut travailler avec des acteurs privés aussi autour de sociétés projets. En fait, il y a beaucoup d'ingénierie financière qu'on peut accompagner. On voit aussi, avec la diversité de ce qui a été décrit, qu'il y a diverses manières de valoriser finalement. C'est aussi peut-être un argument à faire valoir davantage auprès des riverains pour la fameuse acceptabilité. Je vous vois opiner du chef, Régis Sen, mais l'intégration dans le territoire, c'est ça aussi, c'est peut-être faire un peu plus de pédagogie pour montrer davantage? Alors il y a une pédagogie effectivement pour déjà dire ce qu'on fait de l'argent. Et ce qu'on va devoir faire avec encore plus d'argent dans les années qui viennent. Et donc, bon, il y a l'équité entre les usagers, etc., qui va jouer. C'est aussi les co-bénéfices. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire, ben voilà, j'ai tiré ma chasse d'eau, je m'en suis débarrassé. Et c'est aussi, à travers la désimperméabilisation, à travers les opérations de compensation qui sont conduites, à travers la valorisation du meilleur état
de la Seine, de la Marne, voilà, ça produit. Hein. Et même si le bilan des CE ne sera pas très bon, il l'est aussi parce qu'on a des nouveaux polluants qui n'étaient pas pris en compte, mais entre guillemets, à périmètre constant, ça s'est amélioré. Hein. Donc c'est important de le valoriser. Hein. Et puis après, moi je reviens un tout petit peu sur certains vocables. Hein. Je parlais du tout à l'égout qui laisse penser que personne n'est responsable de ce qu'il met dans l'assainissement ou ce qui laisse ruisseler sur les caniveaux, hein, et que c'est juste en bout de chaîne qu'on doit tout faire. Donc ça, il faut lutter contre ça. La deuxième chose également, c'est que même l'État doit aussi changer un peu son discours. Je suis toujours un peu agacé d'entendre qu'une station d'épuration vis-à-vis de l'État est considérée comme un pollueur. Enfin, la station d'épuration, elle va plutôt éliminer, alors suivant les paramètres, 95, 80, 70%, mais fondamentalement, c'est d'abord un ouvrage de dépollution. Hein. Et ça, il faut le rappeler quand même de temps en temps, y compris aux citoyens. Alors, le citoyen, justement, il en a vu les effets de tous ces efforts qui sont faits, notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec la possibilité de se baigner dans la Seine, sont des exemples qui peuvent justement être de bons drivers pour les populations en termes d'acceptabilité. Oui, je crois que c'est quand on parle d'assainissement, on est dans un secteur souterrain à tout point de vue. C'est-à-dire que effectivement, c'est un service public que nos concitoyens, parce qu'il fonctionne bien, d'ailleurs pour sa fonction première, qui est d'évacuer les eaux usées, ont un peu oublié en se disant ça marche, et puis du coup, effectivement, on s'en préoccupe plus. Souterrain que vous avez commencé à montrer d'ailleurs. Vous avez commencé ce travail-là. Oui, alors à Paris, en plus, c'est pas loin d'ici. On a le musée des égouts. D'ailleurs, j'en profite pour faire une page de publicité qui est très bonne manière de voir un peu à quoi ressemble un réseau d'assainissement et qui a toujours beaucoup de succès parce que c'est assez effectivement rare et de voir ça. Mais il faut rappeler effectivement les succès qu'on a connus cet été dans la Seine, mais aussi dans la Marne avec les confrères élus du Val-de-Marne. Ce sont, je pense effectivement, comme vous le disiez, très bonne manière de montrer que l'assainissement, c'est non seulement l'évacuation des eaux usées, mais c'est aussi un service public essentiel pour protéger l'environnement, protéger la biodiversité, rendre l'accès aux fleuves, ce qui va être une manière aussi pour nos concitoyens dans le Grand Paris de pouvoir avoir accès à ces zones de fraîcheur, de pouvoir se baigner. On va avoir des étés de plus en plus chauds, de plus en plus caniculaires. L'accès au milieu naturel, il va devenir, j'allais dire, non seulement nécessaire sur le plan écologique, mais il va devenir quasiment nécessaire sur le plan sanitaire. On aura besoin de ces îlots de fraîcheur. Donc effectivement, on va, j'allais dire heureusement et malheureusement, avoir, selon les cas, des occasions de démontrer que le service public de l'assainissement, il est extrêmement utile pour nos concitoyens à de multiples points de vue. Stéphane Brosillon. Oui, je me permets de rebondir sur l'exemple des baignades, parce que ça a été dit, c'est grâce à des travaux sur le réseau, sur la collecte, mais aussi sur les solutions de désinfection qui ont été mises en place. Il y a eu des innovations, je suis désolé, je suis un peu focus sur l'innovation, mais il y a des innovations qui ont été mises en place sur de l'acide performique qui est très peu utilisé, qui est quelque chose de nouveau et qui a été possible parce qu'il y a eu des recherches qui ont été mises en place et on voit, c'est l'exemple de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on peut se baigner, mais aussi parce qu'on désinfecte différemment et mieux les eaux. Et c'est une solution qui est économiquement viable, donc c'est important. Et en plus de ça, on peut essayer de trouver d'autres bénéfices à cette nouvelle installation en regardant si ça ne peut pas servir à traiter les micropolluants, si on n'ajoute pas, par exemple, des UV pour voir si le peroxyde d'hydrogène ne permettrait pas de dégrader ces médicaments. Donc il y a des choses qui sont faites et toujours se poser, aller plus loin, avoir cette exigence de l'excellence et de l'anticipation pour savoir si on peut aller plus loin. Et on montre que de ces problématiques industrielles, nous, on arrive à tirer aussi des problématiques scientifiques. Et d'ailleurs, le SIAP a émis un bouquin de référence sur l'utilisation d'acide performique. C'est aussi une autre façon, c'est remarquable.
C'est un exemple intéressant parce que ce qu'on comprend aussi finalement, c'est que ça ne touche pas que le service de l'eau, hein. On est véritablement sur une problématique qui vient impacter les questions d'urbanisme, les questions d'aménagement du territoire, les industriels, finalement toute la société, tous les pans de la société. C'est ça qui manque encore aujourd'hui, et ma question s'adresse à tous, cette prise en compte globale de la problématique. Enfin, est-ce que ça manque? Un an Oui, en passe. partie. Non, mais Non. c'est-à-dire, c'est effectivement très compliqué. On a une vision souvent très cloisonnée des choses, hein, et Ouais, y on compris des réfléchit en politiques silo. publiques, voilà, des silos au sein des services d'assainissement, déjà entre l'épuration et la collecte parfois. Et puis alors, dès qu'on parle de tout le reste, c'est vrai que c'est éminemment compliqué d'arriver à en faire un projet de territoire, hein, et à faire des arbitrages qui, bon an, mal an, arrivent à essayer de concilier, ou en tout cas, et s'il y a des sacrifices à faire, entre guillemets, sur certains pans, de les rendre acceptables. Mais c'est vrai que ça nécessite à la fois au sein de l'État, au sein des collectivités, au sein des services. C'est pas forcément, la transversalité, elle n'est pas forcément plus simple entre 4 collectivités qui traitent, qui collectent, qui gèrent l'urbanisme, etc. Elle est aussi parfois très compliquée au sein d'une seule et unique collectivité ou un seul et unique organisme entre les différents services, départements, peu importe comment on les appelle. Mais projet de territoire, je retiens parce que c'est voilà, peut-être ça, effectivement, qui est quelque chose de plus fédérateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, il faut essayer de se projeter et de voir un petit peu les bénéfices ou les co-bénéfices des différentes opérations que chacun peut gagner, ce qui peut permettre de valoriser et d'améliorer l'acceptabilité. Stéphane Par Brosillon. rapport à l'acceptabilité, j'ai envie de dire, le changement, c'est maintenant. Dans le sud de la France, on subit des sécheresses extrêmes, hein. Je travaille avec des collègues catalans. Je peux vous assurer que la population, elle est très à l'écoute, elle est informée et elle est prête à accepter les changements. Quand pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'eau, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, je peux vous assurer que l'acceptabilité, notamment de la RIOUT, je ne sais pas si on en parlera, mais quand ça aura un problème de temps, mais c'est un autre sujet. Je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'en région parisienne, il y aura aussi des problèmes de sécheresse, de réflexion, parce qu'en plus, on va mieux traiter l'eau avec le traitement quaternaire. Alors, on va plus dépenser d'énergie, ça c'est sûr, mais cette qualité d'eau, est-ce qu'on ne peut pas en faire aussi, y trouver un autre usage? Mais du coup, cette acceptabilité, je pense qu'elle viendra de fait, parce que le changement, c'est maintenant, le changement climatique, c'est maintenant, et tout est en train d'évoluer. Un dernier mot peut-être sur cette question collective, ce travail. Il faut dézoomer finalement pour avoir le bon point de vue. Eh ben, je pense qu'en fait, c'est la même question pour toutes les installations qui concourent au fonctionnement des métropoles. Nous, on a tendance à parler de fonctionnement métabolique pour un peu schématiser à l'image du corps humain. Les stations d'assainissement, c'en est une, mais on peut parler aussi des centrales de production, des usines d'incinération, etc., etc. Et souvent, ces installations-là, elles passent par des réseaux souterrains, donc déjà non visibles par l'œil. Ce qu'on voit, c'est juste les travaux. Sans commentaire là-dessus. Et les installations lors des journées du patrimoine. C'est souvent là où elles sont ouvertes au public. Certaines, c'est compliqué d'aller les visiter. On sait que, notamment, Vigipirate, etc., c'est des installations sensibles. Parce que, par exemple, elles peuvent bloquer le territoire parisien, etc. Et en fait, nous, pour le coup, Institut Paris Région, on s'y intéresse beaucoup parce qu'en fait, elles sont nécessaires, ces installations-là. On en a besoin. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi sanctuarisées dans le cadre du SDRIFE, le schéma directeur de la région Île-de-France, à la fois les installations actuelles, mais aussi le foncier nécessaire pour des nouvelles installations de traitement de déchets, de valorisation des eaux, de production d'énergie renouvelable, etc., etc., etc. On a réservé des hectares pour ces installations-là, sous réserve effectivement d'une acceptabilité locale. Et ça aussi, c'est faire comprendre aux populations que l'Île-de-France est habituée d'avoir tout par l'extérieur. À un moment, il y a une question de est-ce qu'on peut produire en Île-de-France l'alimentation, c'est le cas. Les salades, on produit 200% de nos besoins. Les gens ne le savent pas, mais c'est quand même un marqueur. La farine, pareil, mais elle part. Enfin, pardon, le blé. Il part, ensuite il revient, etc. Et en fait, c'est le valable pour plein d'installations. Et par contre, on voit quand même des mouvements de rejet d'énergie, même maintenant renouvelable,
La méthanisation, c'en est un. Le bois énergie, les éoliennes, j'en parle même pas. Le solaire au sol, on va le retrouver aussi maintenant avec des oppositions locales, sans comprendre que tout ça concourt évidemment au bon fonctionnement d'une région métropolitaine comme la nôtre. 12 millions d'habitants, c'est l'équivalent d'un pays européen. Donc voilà, faut aussi avoir ça en tête. Donc il y a encore un gros travail de pédagogie à faire qu'on a commencé à faire ensemble et je vous en remercie tous les 5 pour ce débat riche, je l'espère. Ne bougez pas parce qu'il y a des questions. On va faire circuler comme tout à l'heure un micro si vous le voulez bien. On a une question devant ici au 2e rang, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Philippe, vous m'entendez, oui? On vous entend parfaitement. Philippe Audebert, je suis le maire de La Frette-sur-Seine et principal voisin de Seine-Aval. Voilà. Alors, aujourd'hui, messieurs, chers présidents, les riverains ont une image assez dégradée des stations d'assainissement ou d'épuration. Ils les associent bien sûr aux nuisances olfactives, sonores, visuelles. Comment peut-on aujourd'hui changer cette image? Quel plan d'action? Alors, M. Ten a déjà évoqué quelques pistes, mais très concrètement, y a-t-il aujourd'hui des plans d'action prévus pour corriger cette image et rendre finalement insérer dans les territoires, mieux insérer les stations d'épuration? Merci. Qui veut prendre le point? Qui se lance? Monsieur le Président? Non, enfin, pour le SIAP à proprement parler, je ne sais pas, même si, enfin, si, y compris parce que moi j'habite, alors c'est sur Marnaval, oui, non, mais Marnaval, c'est le SIAP, hein, c'est la station d'épuration de Guy-sur-Marne, Noisy-le-Grand, où effectivement il y a eu, enfin, moi j'ai vu la construction, enfin la rénovation complète, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une station qui est complètement intégrée, à la fois en termes de tous les bâtiments avec traitement de l'air qui fait qu'effectivement il n'y a pas de nuisance. Après, c'est vrai que plus personne ne peut trop savoir si c'est de l'assainissement ou si on fabrique des voitures ou si on fabrique autre chose, hein. Et puis un aménagement paysager, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, je crois que ça a été un peu chaud au moment des travaux, essentiellement à cause de l'incinérateur, mais moi j'habite à 500 mètres, j'entends plus personne critiquer ou s'inquiéter. Donc il y a des solutions aujourd'hui pour améliorer. Après, c'est une question de programme. Et puis c'est vrai que Seine-Aval, c'est pas la même taille, hein. Il y a. Oui. Je vais toujours les bonnes questions de Philippe Audebert. Non, le plan d'action, il y en a un. Il y en a un grâce à vous, les maires aussi, que j'ai plaisir à voir au moins 2 fois par an dans un cadre un peu plus institutionnel en nous rendant sur le site de Seine-Aval. Le site de Seine-Aval, c'est 600 hectares. Donc c'est la plus vieille station d'épuration de France. Elle date des années 40, effectivement. On est producteur de biogaz depuis plus de 80 ans. Personne ne le sait. Sauf les habitants de La Frette qui ont vu les nouveaux digesteurs qu'on a construits pendant quelques années. Ce qui est certain, c'est que peut-être que cette intégration paysagère, elle était moins prise en compte avant et que c'était plutôt réussir une prouesse technologique qui importait les ingénieurs du SIAP, les entreprises que nous faisions travailler, même les élus. On ne s'en rendait pas compte. Il faut aller sur les coteaux de La Frette pour évidemment voir toute l'ampleur de cette usine et parfois des choix de couleurs qui n'étaient pas été les bons parce que c'était pas la priorité, tout simplement. Donc il faut changer de paradigme, de priorité. C'est ce qu'on fait évidemment avec les élus des Yvelines et du Val d'Oise en face de Seine-Aval. Mais ce dialogue quotidien avec les élus, qui sont nos premiers relais aussi face aux habitants et aux riverains, des préoccupations, qu'elles soient en matière d'intégration territoriale, de sécurité. À Seine-Aval, on a eu, parce que l'accident industriel, il peut évidemment arriver. Moi, je suis toulousain et j'ai été élu président du SIAP un 21 septembre. Un 21 septembre 2001, c'était AZF. Moi, c'est évidemment une de mes priorités. On a renforcé le nombre de pompiers. Tout ça, c'était aussi d'être à l'écoute des élus et des habitants. Donc, je crois que ça, on y arrive. Après, c'est à nous aussi, dans nos marchés publics, d'expliquer ce qu'on veut. Et c'est
c'est vrai que de toute façon, on va plutôt vers des solutions où il y a moins de nuisances olfactives. On avait créé des jurys de nez à l'époque parce qu'on avait des grands bassins de décantation qui étaient immenses et totalement à l'air libre. Évidemment, ça émettait quelques odeurs. Aujourd'hui, on a une nouvelle installation avec de la désodorisation, tout est enfermé. Donc on tend quand même vers le meilleur. Ensuite, voilà, c'est un dialogue permanent qu'on a, et notamment avec toi, cher Philippe. Mais c'est vrai qu'on doit agir, on doit planter des arbres pour cacher ce qu'on peut cacher. Voilà. Et tout ça, ce sera évidemment, ça se fait de façon collective et pas simplement avec un SIAP replié sur lui-même. Voilà ce que je pouvais dire. Donc le plan d'action est en cours, tu le sais bien. Et d'ailleurs, tu nous coûtes très cher pour une petite ville de 3000 habitants. Non, mais je pense que ce qui est important, c'est que c'est effectivement une demande sociétale globale. Hein. C'est vrai pour une station d'épuration, c'est vrai pour d'autres ouvrages. Il y a 30 ans, la question des nuisances n'était quasiment pas un sujet, n'était pas intégré. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer concevoir ou reconcevoir de tels ouvrages sans prendre en compte les riverains, sans prendre en compte que ce soit la circulation des camions, que ce soit l'intégration paysagère, que ce soit les odeurs, le bruit. C'est aujourd'hui une priorité. Après, je veux dire, voilà, ça se fait clairement pas d'un claquement de doigts. On ne transforme pas un outil qui a 50 ans d'existence, voire plus de 80, pour HR, d'un coup. Ça évolue progressivement et ça fait partie, évidemment, des choses à prendre en compte. Merci beaucoup. Une deuxième question. Je crois qu'on n'aura pas le temps d'en faire davantage, mais je vois Monsieur Miard au deuxième rang, juste à côté. Question des élus. On a parlé acceptabilité, intégration territoriale. Forcément, ils se sentent concernés. Moi, je voudrais poser la question à mon collègue parisien. Parce que si j'ai cru comprendre que vous avez de non-rejets en Seine ou ailleurs, et ça passe dans le sol, si j'ai bien compris quel était finalement ce que vous avez fait sur une petite partie. Donc ce sont des choses, une pollution qui rentre dans le sol. Non, pas du tout. Pouvez-vous nous donner un peu plus de renseignements à ce propos? Parce que si c'est, je dirais, pour décarboner d'un côté, pour carboner de l'autre, je ne vois pas l'intérêt. Non, alors j'ai pas dû être clair. Non, je parlais ce qu'on infiltre dans le sol, c'est les eaux pluviales, évidemment, hein, pas les eaux usées. La pluie, quand elle tombe, normalement, elle est encore là. Le problème, c'est quand elle ruisselle trop sur l'espace public, hein, et sur la voirie, où là, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Donc le but, et là, effectivement, c'est les eaux qui ruissellent sur la voirie qu'on retrouve ensuite dans le réseau d'assainissement. Et donc là, ça amène ensuite la nécessité de traitement. Mais le but, c'est que l'eau de pluie, justement, ne ruisselle pas sur la voirie et puisse tomber tout de suite sur une parcelle végétalisée, désimperméabilisée, de sorte que là, elle peut effectivement, sans aucun problème de pollution, bien au contraire, s'infiltrer dans le sol, ce qui a un double avantage. À la fois, ça limite le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement, d'une part, puis d'autre part, ça réduit le besoin en eau, par exemple pour l'arrosage des espaces verts, puisqu'on peut utiliser directement l'eau pluviale. Ça, c'est le premier champ d'action. Après, le deuxième champ d'action, c'est qu'on a évidemment aussi investi, et là, je dirais comme le SIAP, comme les autres départements du Grand Paris, on a investi aussi sur le réseau d'assainissement, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on essayait d'éviter les rejets d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement, évidemment, il reste que on ne peut pas tout éviter. Et donc, on a aussi nécessité d'investir, quoi qu'il arrive, sur le réseau d'assainissement pour faire en sorte qu'on renforce sa résilience, sa capacité de stockage, notamment en cas de forts épisodes de pluie. C'est ce qu'on a fait, évidemment, avec le bassin d'Austerlitz, qui est sans doute l'ouvrage le plus emblématique pour nous à Paris ces dernières années. C'est pas le seul, mais c'est le plus célèbre.